Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons continuer notre étude de la radioactivité en parlant de la fission. Alors, rappelons-nous que la fission, pour un atome de nombre atomique A, de masse atomique A et de nombre de charge Z, il se divise approximativement en deux fois des atomes A demi, Z demi. On peut faire un bilan énergétique et l'énergie dégagée par une telle fission est de l'ordre de 200 mégaélectronvolts qui se retrouve sous la forme d'énergie cinétique des fragments, des deux fragments, éventuellement de quelques particules supplémentaires comme des neutrons excédentaires largués par la réaction. Prenons un exemple. On peut calculer ça assez facilement. Pour un atome de masse atomique 240, l'énergie de liaison par nucléon est de 7,6 mégaélectronvolts. Supposons qu'il se divise en deux fragments, un de masse 100 et un de masse 140. Les énergies de liaison sont de 8,6 et 8,4. Par conséquent, l'énergie libérée, qu'on note Q, est égale à 100 fois 8,6 plus 140 fois 8,4 moins 240 fois 7,6. Ce qui donne une énergie libérée de 210 mégaélectronvolts. En fait, cette relation n'est pas tout à fait précise. Si on veut une formule plus précise, il faut partir de la formule qui donne la masse que nous avions vue et on obtient simplement l'énergie libérée comme étant la masse initiale à c carré près, bien sûr, moins 2 fois m A demi Z demi. Et en faisant le calcul avec les formules que nous avions vues, on trouve Q égale moins 0,26 AS fois A exposant 1 tiers plus 0,37 fois AC fois Z carré sur A exposant 1 tiers. Exposant 2 tiers. Et A demi. Alors, rappelons-nous que ceci est le coefficient pour l'énergie de surface du noyau et ceci le coefficient pour l'énergie coulombienne. En utilisant la formule et les coefficients pour A égale 240, on trouve cette fois-ci que Q est égal à 170 mégaélectronvolts, ce qui est déjà beaucoup plus juste par rapport aux résultats expérimentaux. Alors, l'effet est de type barrière de potentiel, comme pour la particule alpha. On a un fragment qui se sépare de l'autre fragment, il y a une liaison nucléaire, et une fois qu'il s'est éloigné, la liaison nucléaire qui est à courte portée disparaît, et il y a une répulsion coulombienne. D'ailleurs, les fragments ils sont en général un peu inégaux, et la séparation d'une particule alpha n'est jamais qu'un cas particulier d'une coupure en deux du noyau. La particule alpha étant un cas un peu extrême, où la coupure est très asymétrique. Donc, on a, en fonction de la distance qui sépare les fragments, si on note R', la taille d'un fragment, le rayon d'un fragment, alors on a une énergie de ce type, où on a un comportement coulombien ici, et là, un puits de potentiel dans lequel les deux fragments restent collés.
Et ceci, l'énergie ici est notée EH. Alors, la valeur EH peut être calculée, comme précédemment avec la particule alpha, en calculant l'énergie coulombienne des fragments lorsqu'ils sont à distance 2R'. Et ainsi, on peut calculer la différence EH moins Q, qui est la hauteur ici, et qui est l'énergie à communiquer au noyau afin qu'il se brise spontanément et immédiatement. On le force en quelque sorte à passer au-dessus de la barrière. C'est alors la fission induite, par exemple en envoyant un neutron sur un noyau d'uranium 235, on peut ainsi le forcer à passer cette barrière. L'uranium 236 formé a une barrière plus petite, il est dans un état très excité à cause du neutron énergétique qu'il vient d'absorber, et il passe la barrière et fissionne immédiatement. Les temps les périodes de fission, la période radioactive, est en général assez élevée, de l'ordre de 10 exposant 16 années pour l'uranium ou le thorium. C'est beaucoup. C'est 10 millions de milliards d'années. Ceci est dû essentiellement au fait que 2R' est assez grand, c'est des fragments de noyaux, c'est des noyaux à part entière, donc ont une assez grande taille, comparée par exemple à la particule alpha, et donc l'épaisseur de la barrière est assez grande. Et les énergies en jeu, l'énergie coulombienne, EH, est particulièrement élevée, donc la barrière est assez haute par rapport à la désintégration, à la radioactivité alpha. Mais on a un terme en Z carré sur A, et on constate on calcule, et on constate que la période est grosso modo inversement proportionnelle à Z carré sur A, et qu'elle diminue très vite avec Z carré sur A. On l'appelle souvent le paramètre de fission. Et on peut tracer un graphique avec Z carré sur A, allant ici grosso modo de 35 à 41, et la période radioactive de fission qui varie de manière logarithmique, donc 10, 100, 1000, 10 000, etc., jusqu'à environ 10 exposant 20 dans notre graphique. Et les périodes de fission s'alignent selon une droite. Expérimentalement, il y a de petits écarts. Le thorium se situe un peu au-dessus, l'uranium se situe un peu en dessous, et plus Z carré sur A augmente, plus on descend. Ainsi, on a le plutonium, puis après on a le californium, puis on a le curium, puis le californium, le fermium. Et à nouveau, il reste plus ou moins aligné selon cette droite. On peut aussi extrapoler cette droite plus loin, et on constate que pour Z carré sur A supérieur ou égal à 44, on obtient des temps qui descendent en dessous de 10 exposant à 20 secondes. Donc, un centième de milliardième de seconde. Tellement court qu'on considère que de tels noyaux ne peuvent pas exister. En effet, ils ont un temps de vie tellement bref que si on essaie de fabriquer un noyau aussi lourd, il se brise instantanément. Exactement en moins d'un centième de milliardième de seconde. Donc il y a une limite d'existence aux atomes les plus lourds. Dans tout ce calcul, nous n'avons pas tenu compte de la structure en couche du noyau, qui joue quand même un rôle. Il est certain que l'existence des nombres magiques doit stabiliser les noyaux et les rendre
moins sensibles à la fission spontanée. Et d'une manière générale, le remplissage des couches doit jouer un rôle. Effectivement, quand on regarde en détail, le fermium, on constate en fait qu'il fait plusieurs points comme ça, et avec, par exemple, pour le fermium 254, 255 et 256. Et typiquement, pour un élément donné, uranium, californium, etc., les différents points s'alignent selon une courbe comme ceci, avec ici A croissant au fur et à mesure qu'on descend le long de la courbe. Donc ils ont tendance à s'aligner selon cette petite courbe. Ça ne change pas les résultats qualitatifs généraux. Un autre exemple, c'est la création des noyaux hyper lourds. Donc dans le tableau de Mendeleïev, c'est vraiment les toutes dernières cases qu'on remplit. Et les physiciens ont essayé de créer des noyaux de plus en plus lourds, en prenant des atomes déjà lourds, comme le fermium, l'Einsteinium, et en envoyant dessus des divers ions, avec une énergie pas trop forte pour pas tout faire éclater, mais suffisante pour qu'ils puissent fusionner, et ils arrivent à fabriquer de tels noyaux, particulièrement lourds. Certains n'ont même pas encore reçu de nom, ils portent un numéro ou un nom temporaire, le temps que l'Union internationale décide du nom définitif. Les grands spécialistes de ces noyaux hyper lourds, ce sont les Russes, à l'Institut de Doubna, où ils se sont fait une spécialité de ce genre d'études, qui est utile car elle apporte beaucoup d'informations sur les interactions nucléaires. Notons que l'étude de ces noyaux est difficile parce que souvent, des noyaux aussi lourds ont une durée de vie très courte, extrêmement courte, de l'ordre du milliardième de seconde, et on n'en fabrique que quelques-uns. Donc les étudier est très très difficile. On se rend bien compte que seulement quelques atomes qui disparaissent presque tout de suite. Donc il faut ruser dans les dispositifs expérimentaux pour réussir à en tirer des informations. Mais ils le font. Et on a constaté que on approchait de la prochaine barrière où on obtient des numéros magiques. On en est tout près, au bord de cette barrière, et la stabilité s'est améliorée. Mais, conformément à ce que je viens d'expliquer. Mais, tout est relatif. On a des noyaux qui se désintègrent en 1 milliardième de seconde, et alors, pour ces quelques noyaux tout près des noyaux magiques, on gagne peut-être un facteur 10, 1/100e de millionième de seconde. Donc, même ces noyaux magiques hyper lourds ne seront pas stables. Il ne faut pas rêver. À une époque, les physiciens y ont cru. Quand ils ont commencé à comprendre la structure nucléaire, les nombres magiques, ils ont imaginé qu'il pourrait peut-être exister des éléments hyper lourds, stables, avec des nombres magiques. Et que l'on ne les rencontrait pas dans la nature, simplement parce que, naturellement, ils ne s'étaient pas formés. Parce qu'étant stable, ils devraient se retrouver dans la nature. Mais cet espoir s'est totalement envolé. Puisque même arrivé à cette barrière des nombres magiques, l'instabilité des atomes hyper lourds, est particulièrement extrême. Dommage pour la science-fiction qui imagine parfois des éléments extraterrestres qui n'existent pas sur Terre, mais malheureusement, on a rempli pratiquement toutes les cases du tableau périodique, tous les isotopes, et on sait qu'il n'y a pas d'atomes stables au-delà. Voilà, alors, voilà pour la fission. Alors, dans la prochaine vidéo, nous étudierons le prochain type de radioactivité, à savoir le rayonnement bêta. Je vous remercie.